Alors salut à tous, alors je remercie Musculation Le Bourget de m'avoir invité pour une petite conférence. Alors c'est dans un club qui date de combien de temps? Il y a plus de 100 ans. Un club qui date, et la section plus de 100 ans le club, et la section musculation 1992. 1992. Créé par Félicien Peller. Félicien Peller. Peller. Ouais. Alors le club est créé depuis 1992 par Félicien Peller, donc c'est quand même un club qui date. Il a Voilà. été Monsieur Paris 1961. Voilà, Monsieur Paris 1961, c'est ça. Et c'est une salle municipale, mais avec une ambiance familiale, une ambiance amicale. Donc vraiment, ça fait vivre le quartier, ça fait vivre la région. Les gens sont contents de venir ici, quoi. Donc je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est une démarche qui est sympa. Moi, je viens quand je suis sur Paris. Ça, c'est un peu improvisé puisque vous m'avez appelé. Et puis, il n'y a pas de problème, je viens, c'est à côté. Donc là, la première partie, je vais, pendant 1 heure à peu près, on va faire une question-réponse. C'est celle que je vais enregistrer. Et puis après, je passerai sur je répondrai aux questions sur les machines, sur l'entraînement. Donc là, on va commencer par des questions-réponses. Puis je filme pour les gens parce que peut-être que ça va intéresser ceux qui m'écoutent. Et vos questions vont sûrement me pousser à des réflexions et puis peut-être à faire progresser le domaine de la musculation. Voilà. C'est le progrès, c'est le téléphone. C'est les sonneries. Alors on va commencer une question. N'hésitez pas. Hein. Vas-y, question. Alors, une petite question. Raconte-moi un petit peu tes premières années dans le powerlifting. Les premières années dans le powerlifting. Ouais. Oui, beaucoup de gens me demandent de raconter ma vie, tu vois, comment j'ai débuté, parce que ça les intéresse. Moi, je faisais plutôt du technique. Tu as vu, je parle pas beaucoup de moi dans de ma vie. Je parle plutôt je fais un peu de philosophie. Alors, comment j'ai débuté dans le powerlifting? C'est simple. Au début, je faisais du judo. Je m'étais mis au judo au Stade Français à l'époque. Et le judo, j'aimais bien, j'étais fort au sol, mais j'aimais pas tomber. Ouais, et puis je faisais en complément au judo de la musculation. Et puis j'étais bien meilleur en musculation, je progressais bien mieux en musculation, en force surtout, qu'en judo. Alors en judo, j'étais bon en combat, puisque j'étais monté en quelques années, 2e au championnat de Paris. Les gars ne pouvaient pas m'avoir au sol dans ma catégorie, mais je payais par manque de combativité. J'aime bien attaquer en contre-attaque. J'ai un plaisir. Et puis, contre-attaque, quand le gars n'attaque pas, ça fait. C'est pas top, quoi. Je ne suis pas très bon en attaque, je suis bon en réaction. Donc, c'était pas le top. J'éprouvais pas un grand plaisir, à part au sol, à faire du judo, parce que la prévention de la chute, j'aime pas. C'est pas un truc que j'aime. Et à la musculation, en préparation, je voyais que je montais très facilement en force et j'étais doué pour la force. Alors, j'ai abandonné progressivement le judo parce que j'avais plus de plaisir à progresser en musculation qu'à progresser lentement en judo. Alors après, je suis allé dans des clubs de muscu, je me suis inscrit, on m'avait invité au Gymnase Club, c'était avant il y avait le Club Med Gym et avant ça s'appelait des Gymnase Club. Et on m'avait invité à rentrer au Gymnase Club des Champs-Élysées. Alors, l'histoire qui est marrante, c'est que la première fois que je rentre au Gymnase Club des Champs-Élysées, je m'entraîne, puis je vais sur une machine à ischio, je commence à faire mes ischios, puis là, je vois un grand blond qui arrive, et puis qui me demande avec un accent en anglais, « Excuse me, est-il possible d'alterner ?» Je regarde le mec, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là, il est super grand, il est super baraqué. Putain, et puis je rentre à la maison, je dis à mon père, oh, papa, j'ai vu en muscu, il y a des mecs, le mec était super grand, il est bien. Ah ouais, ouais, il y a des mecs qui sont bien, ouais, j'ai envie d'en faire, putain, qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Et on va au cinéma le soir, on va voir Rocky. Et là, je suis au cinéma, c'était Rocky contre le russe, comme il s'appelait Ivan Drago. Merci Anthony. Voilà. Et là, voilà, Ivan Drago. Dolph Lundgren. Et là, je regarde le cinéma, au cinéma, et je dis, mais je viens de m'entraîner avec lui. Et il était venu faire sa préparation, et il avait tourné avec moi. Évidemment, le mec était bien sûr sûrement surproduit, mais ils avaient pris parce qu'il était beau mec. Il était donc bien apprêté. J'avais un mec, mais vraiment avec un physique vraiment étonnant.
Et ça m'a motivé, je me suis dit, je vais en faire. Et puis j'ai fait pas mal de musculation jusqu'au jour où j'étais au club Madim, tu vois, et il y avait un gars qui s'appelait Marc Lozon, je ne sais pas, vous l'avez peut-être connu, qui était un champion de France de powerlifting, qui était très fort, qui m'a repéré et qui a vu que j'étais fort et qui a commencé à m'entraîner et qui m'a dit, mais tu sais, tu peux venir avec nous à Viry-Châtillon, où il y avait Marc Vouillot, parce que tu es fort. Donc il m'a sorti du gymnase pour m'inscrire à Viry-Châtillon. Alors j'allais jamais à Viry-Châtillon, mais là à Viry-Châtillon, j'ai commencé à être entraîné par Marc Vouillot en force. Et puis là, je suis monté au championnat de France, j'ai fait 2e. C'est-à-dire que j'ai de l'influx nerveux, j'ai une très très bonne qualité musculaire. Il m'appelait la pile électrique, hein, c'est-à-dire qu'avec le peu de muscles que j'ai, je monte à ce moment-là, le peu de muscles que je gagne beaucoup de force. Donc je suis monté 2e à France. On a gagné la Coupe de France par équipe. Et puis j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai arrêté à 23 ans parce que j'avais pas la morphologie pour faire du power, pas que je manquais de muscles ni de force, mais mes leviers n'étaient pas adaptés réellement au powerlifting parce que j'étais trop longiligne et de trop longs bras. Bon, j'étais quand même bon en coucher, j'étais quand même bon en squat, hein, on va dire naturellement, parce que à l'époque il n'y avait pas de produits. Alors sûrement les gars qui faisaient les premières places prenaient des produits, mais je sais qu'en junior, j'avais fait 2,70, c'était en junior, après je suis monté, 2,70 au soulevé de terre, 2,60 au squat, et sans combi, hein, j'avais un squat très laid, puis j'étais penché en avant, j'ai pas la morphologie, j'ai un dos qui est adapté à ça, je me blesse pas, j'ai la chance sur le dos, j'expliquerai après pourquoi je me blesse pas, pourquoi certaines personnes se blessent. Et au coucher où j'étais plus faible, j'étais à 150. Pour un junior, c'est très bien, naturellement c'est pas mal, hein, mais il faut savoir que c'est de l'entraînement spécifique, hein. On monte dessus, on a vraiment des entraînements réglés, puis je mangeais comme un cochon, on m'appelait la grosse gélatineuse. On s'entraînait aussi au VDR Gym, qui avait ouvert, il y avait tous les bodybuilders. Donc c'est comme ça, c'est mon collègue qui vient de rentrer, avec qui on va faire des disques audio, de l'éveil des consciences. Donc on m'appelle la grosse gélatineuse parce que j'avais pris un gros bide, parce que j'avais compris qu'en prenant du ventre, j'augmentais en force, puisque j'avais un squat qui était penché en avant. Alors c'est des anecdotes de jeunesse. Et comme j'avais un gros ventre, je pouvais prendre 20 à 30 kilos de plus, parce qu'à ce moment-là, je ne tombais pas en avant. Mais bon, un gros ventre, c'est pas top, parce qu'on devient fort. Mais bon, on n'a pas trop de succès avec les filles, hein. Un petit bide avec un gros ventre, c'est fini, hein. Donc, après, j'ai arrêté le powerlifting, parce qu'en plus, je m'étais blessé, pas grave, mais je m'étais fait mal à l'épaule. Donc, je pouvais plus, c'est rien de grave, hein, mais je pouvais plus tirer au coucher. Donc, à ce moment-là, j'en ai eu un peu marre de faire ce sport. J'aime beaucoup le power, j'aime beaucoup la force. Et puis là, je me suis tourné vers plutôt la muscu, le body classique, tout en gardant une base forte, parce que il est vrai que prendre du muscle, c'est pas, j'aime bien, mais l'esthétique, j'aime bien, mais j'ai pas une obsession pour l'esthétique et pour la sèche. J'ai beaucoup plus de plaisir à faire des bonnes barres, même en vieillissant comme je suis, hein. Ici, il doit y avoir des quinquas aussi, hein. Moi, j'ai un plaisir quand même à continuer à pousser des bonnes barres, et l'esthétique, je m'en fous un peu, on va dire. De toute façon, la séduction, on s'en fout. Et puis, ça peut passer par d'autres domaines plus pragmatiques, le gain financier ou la célébrité. Je rigole, mais c'est un peu vrai. Bon, après, quand même, vaut mieux s'intéresser aux gens qui... Et là, tes perfs, c'est quoi actuellement? Oh là, j'ai pas, parce que je voyage énormément. Là, j'étais remonté sans ceinture à 190 par 10 en soulevé de terre, jambes tendues. Et puis là, avec les voyages, j'étais juste à 200 en soulevé de terre par 5. Mais à l'aise, j'étais facile. Mais je pense que j'ai remonté à 220. Je fais une petite montée à 220 par 5 l'hiver en soulevé de terre, sans ceinture, sans rien. Et le squat, je même pas. Avec les voyages, je voyage beaucoup dans l'Europe, ça fatigue. Je suis naturel aussi, hein. Donc je me maintiens à 150 par 5, mais bon, l'hiver dernier, j'étais monté à 175 au squat par 5. Donc je vais me refaire une petite montée. Avant de partir, j'étais à 165, tu vois. Je préfère redescendre quand je voyage beaucoup pour éviter de me faire mal. Je redescends un peu au squat et puis je remonte, tu vois, ça me repose. Puis là, j'ai arrêté le coucher, mais je reprends les épaules. Alors là, j'étais content parce que
j'amusais à faire des épaules à 35, à l'aise. Là, j'ai monté à 40 par 5, par 10, tu vois, en épaules. Proportionnellement, je monte, tu vois, avec un petit dossier comme ça. C'est l'angle où je suis fort. Par contre, au coucher, j'ai perdu parce que je me suis blessé. Je me suis arraché une petite portion de pec qui ne se voit pas du tout parce que moi, c'est une inférieure quand je faisais une externe. Donc on ne la voit pas, elle s'enroule, elle est à l'intérieur, mais elle te maintient juste le bras vers le bas. Et elle peut être utilisée quand on fait des tractions vers l'avant comme ça. Je me suis blessé au street workout parce que je faisais des championnats de street workout à l'entraînement du street workout comme un con sur les échelles. Tu claques. Alors, ça gêne pas trop en force, pas du tout, mais ça gêne en stabilité. Mais juste au coucher, donc c'est une gêne, donc je ne peux plus refaire des séries lourdes au coucher. Par contre, dès que j'incline un tout petit peu, je reprends et j'ai pas perdu du tout et j'ai même vu que j'ai gagné en épaule. Donc ça fait un plaisir, ça va quoi. Bon après, c'est avec l'âge, hein, l'âge, on finit toujours par se dégrader pour mourir à la fin. Voilà, donc c'était ma carrière powerlifting. Et j'ai toujours aimé le powerlifting, puisque c'est par le powerlifting que je me suis intégré aussi en Hongrie, parce que j'étais arrivé dans une ville, j'allais en Transylvanie, je m'arrêtais dans une ville où je cherchais des machines à exporter, puis le gars qui les fabriquait, c'était Gyuri Lovaz, et était champion du monde de powerlifting. Et j'ai sympathisé, champion du monde senior, d'ailleurs master, d'ailleurs les vieux, plus de 50 ans, et il a été master 1, master 2, je crois qu'il y a même des master 3, je ne me souviens plus. Il a tous les records du monde, c'est un gars qui dure énormément, et je l'ai connu à 50 ans, où le gars faisait du 3,40 en squat, 3,30 en squat, 3,40 en soulevé de terre, et 200, avec maillot, 205, 210 au coucher. Bon, évidemment, on ne prend pas les mêmes compléments alimentaires, mais c'est un gars qui s'entraîne extrêmement bien, qui était un ami, et qui m'a accueilli en Hongrie. Donc il m'a accueilli dans sa petite ville, et puis après j'y suis resté, et puis c'est pour ça que maintenant je vis à Gyula, parce que je connais tout le monde, j'ai été intégré par le milieu du powerlifting. C'est très développé à l'Est, la muscu. Donc je me suis intégré par la muscu dans un pays qui est considéré comme relativement fermé, et je suis le seul Français du coin, tout le monde me connaît. Et j'ai eu mes copines et mes amis, et j'y reste encore, parce que je vis là-bas en partie. Moi je suis un Hongrois de la campagne. Voilà, par le powerlifting, tu vois. Mais j'ai aussi une carrière dans le powerlifting où j'ai après quand j'ai arrêté, j'ai eu un magazine qui s'appelait Power Mag, où je suivais les compétitions et j'interviewais tous les champions russes, champions hongrois. Et j'ai participé un peu au développement du powerlifting, c'était sympa. Donc j'ai vraiment bien appris de la force par justement le métier de journaliste que j'ai fait par plaisir. Je travaillais à côté avec ce Power Mag que j'avais monté avec Florence Ghibellini. Et c'était vraiment bien parce que je faisais l'Europe, les championnats, c'est un peu fatigant, et j'interviewais tous les champions. Et ils m'envoyaient des interviews et j'avais les traducteurs, les traductrices hongroises, traductrices russes qui me faisaient les traductions françaises, donc j'avais les questions et les gens étaient contents de voir la vie de ces gens-là. Donc c'était à l'époque, c'était il y a 20 ans, hein. Donc c'était un autre monde, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Hein. C'était folklorique. C'était l'époque de la mafia ukrainienne, d'une Russie qui n'était pas encore ouverte comme maintenant, d'une Hongrie qui sortait de l'ère communiste, hein, et qui s'ouvrait à l'Occident. Alors c'était la folie furieuse parce que tout le monde économiquement testait tout. On arrivait sur les routes, il y avait des nightclubs partout, des restos partout, des hamburgers partout. C'est une espèce d'effervescence où tout le monde tentait le business qu'il pouvait parce qu'il avait été bridé par le communisme. Et c'est une espèce d'explosion évolutive, hein, comme on appelle l'explosion précambrienne. Dans la nature, c'est toujours comme ça. C'est quand un système change, tout le monde teste sa chance, que ce soit des organismes, des animaux, ou bien des organismes humains, des groupes. Et donc tout le monde testait. Sur le bord de la route, on avait l'impression d'être en Amérique, avec des bordels, des discos, des petits marchés, des hamburgers, des bars dancing, un truc de folie. Puis après, ça s'est calmé un peu et c'est devenu un peu comme est devenue l'Europe, mais en restant quand même sympa. Plus sympa, plus animé que la France. Et avec moins de contraintes fiscales aussi. Voilà. D'autres questions? Des conseils pour gagner en puissance pour le powerlifting un peu plus rapidement?
Pour gagner en puissance, il y a alors, le truc de base en powerlifting, parce que vous faites du power ici un petit peu. Pour gagner en puissance, il y a tout ce qui est programmation. Tu sais, on ne monte pas directement, hein. On fait une programmation. Donc on commence avec des séries longues, par exemple, on commence à, je sais pas, 80 kg en série 10, et puis après on réduit progressivement de semaine en semaine les séries, tout en augmentant le poids pour se retrouver avec des quintuplés, des triplés, des doublés et un maxi avant la compète. On se repose un peu, on fait le maxi. Donc ça, on fait une progression lente, et le truc, c'est en général de progresser sur 3 séries. Ça, c'était Marguerite qui l'avait ramené, mais c'était des programmations à la base, c'était les Russes qui étaient très bons en programmation, qui l'avaient ramené, qui l'avaient un peu généralisé et qu'il avait un peu inventé. Donc Marc Bouillot l'avait très bien appliqué. C'était le seul à vraiment l'appliquer au début. Donc en général, c'était le coup des 3 séries. On commence par 3 séries de 10 et on augmente, par exemple, sur ces 3 séries, une série sur 3 de 5 au squat. Donc en 3 semaines, on a fait 3 séries de 10 avec 5 kg de plus. Donc 6 semaines, on a 10 kg. Et 12 semaines, on va avoir 20. Puis après, on réduit progressivement. Et donc on fait comme ça, c'est le coup d'augmentation, une série sur 3. Donc on augmente, quand on arrive à par exemple 3 séries 10 à 85, et on va passer 2 séries à 85, une série à 90. Et au squat, en général, on faisait la même chose, mais avec du 10 kg. On augmentait de 10 kg une série sur 3. Tu vois. Non, c'était au coucher, on faisait 2-5. Et au squat, du 5. Voilà, c'est l'inverse, je me souviens plus. Donc ça, c'était une des bases pour progresser. Et après, bien sûr, il y a tous les mouvements d'assistance. Et vraiment, ce qui a fait progresser le powerlifting, c'est, alors bien sûr, les machines, l'invention de nouvelles machines, mais surtout, c'était l'arrivée des élastiques, des chaînes et du stop and go. Ça, c'est les bases pour progresser en powerlifting. C'est de travailler les mouvements partiels en départ arrêté pour vraiment travailler l'influx nerveux. Tu vois. Ça, c'est vraiment une base. Et les élastiques pour avoir une poussée continue. C'est-à-dire qu'on pousse peu par exemple au démarrage, et l'élastique, c'est-à-dire une tension progressive, et plus on monte, plus le poids ressenti est important. Donc ça, c'est vraiment efficace parce que ça permet de faire des connexions nerveuses et d'avoir une accélération. C'est-à-dire sur une barre sans élastique, on va continuer à pousser comme c'est plus lourd, donc on va passer ce cap et on peut pousser plus lourd. Donc les élastiques font vraiment pousser plus lourd. Le problème des élastiques, c'est que ça protège les muscles, puisqu'au début, en étirement, on a moins de poids. Mais vu qu'on a beaucoup de poids sur la phase finale, ça peut faire des lésions articulaires. Ça, c'est une base. C'est le problème des élastiques. Mais c'est... Bon, après, il faut tout le temps doser. Et puis les stop and go, c'est-à-dire départ arrêté en demi-couché, couché total, demi-couché. Donc ça, c'est des trucs pour progresser au coucher. Et travailler en explosivité? Oui, c'est ça, c'est stop and go. Et l'élastique, c'est un travail en explosivité en vérité, puisqu'on est obligé à chaque fois d'aller plus vite. Donc on gagne de la vitesse, ça ne se voit pas. Tu vois, parce que l'élastique retient, mais en vérité, il y a de plus en plus de fibres musculaires qui sont monopolisées. L'entraînement de la force, c'est évidemment prendre du volume, mais c'est pas que ça. C'est surtout être capable de se faire des connexions nerveuses dans la tête. La force, c'est dans la tête. C'est-à-dire épaissir ces connexions neuronales pour permettre de monopoliser le plus rapidement possible et dans le bon ordre, un maximum de fibres musculaires. Donc effectivement, le powerlifting, c'est un travail neuromoteur, mais aussi un travail musculaire. Donc c'est pour ça que tu vois des petits mecs qui sont capables de lever des gros poids. Alors c'est parce qu'ils ont un bon levier, mais c'est parce qu'ils ont fait tout un travail d'apprentissage neuromoteur pour pouvoir pousser le plus rapidement possible. D'un autre côté, le powerlifting sélectionne d'office les mecs qui sont capables de monopoliser le maximum de fibres d'un coup et qui ont de bonnes fibres musculaires se contractant rapidement. Donc c'est tout un ensemble. Enfin, il y a quand même, on est doué pour la force ou on ne l'est pas. Être doué pour la force, ça veut dire avoir les bons leviers, ça joue énormément, plus avoir la bonne qualité nerveuse, cette capacité de monopoliser rapidement un maximum de fibres. Il y en a, ils ne l'ont pas. Tu vois. Et avoir la qualité musculaire qui va avec. Tu vois. Donc, ça dépend du type de fibres que les gens ont, ça dépend de la capacité de monopoliser des fibres, mais ça se travaille. Bien sûr, les gens ont leurs limites. Donc, voilà. Donc pour la force, il y a la progression calculée, c'est ce qu'il y a de mieux, et stop and go, élastique et les chaînes.
Mais moi, je préfère quand même les élastiques. Tu vois. Et puis pour le soulevé de terre, du demi-soulevé de terre, tu vois, les Simons, tu vois, Simons qui avait aux États-Unis, qui avait vraiment lancé ça, c'est lui qui a apporté un plus. Comme je dis tout le temps, il y a eu trois grandes progressions dans la préparation sportive, on va dire, dans la musculation. C'est pour la force, hein, c'est la programmation soviétique. Hein. C'est Simon, c'est les Timons, et tout son apport sur les élastiques, les planches pour faire du stop and go plus ou moins haut, même par rapport au squat, hein, démarrer plus ou moins haut, tout ce qu'il a apporté, et tout ce qui est étude des morphologies, adapter son squat, son coucher ou son soulevé de terre à sa morphologie, c'est-à-dire moi. Donc on est trois à peu près à avoir complètement changé l'approche en musculation. Donc un Américain, un Russe et un Français. Bon, on voit en France, il n'y a pas que des mauvais gars. Hein. La France génère aussi des types bien. Donc, voilà. Une autre question? Là. Et en une séance, tu faisais combien de temps? Tu t'entraînais combien de temps? Alors, moi j'avais la capacité de m'entraîner longtemps parce que je fatiguais. Alors, comme dit, moi c'est moi, hein, toi c'est toi. On fait pas, tu t'entraînes pas comme ton voisin. Ouais, tu dois t'entraîner comme toi, tu ressens. Moi, je récupère lentement, mais je suis capable de durer très longtemps sur une séance. Donc du coup, je peux m'entraîner très longtemps sans me fatiguer. Par contre, j'ai une fatigue nerveuse après, je suis obligé de me reposer une journée. Tu vois. Ça, j'aimais bien faire ça. Faire tous les jours, ça me fatigue un peu. Tu vois. Après, il y a des gens, moi je m'entraînais jusqu'à 2 heures, 3 heures. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner moins. Tu vois. Tout ça, ça dépend des individus. Alors, il est évident qu'en force, si tu t'entraînes trop, tu vas fatiguer le système nerveux aussi. Tu fais juste minimum avec les exercices d'assistance. Quand tu fais de la force, il ne faut pas s'amuser à bosser les groupes musculaires qui ne te servent à rien. Il faut mettre ceux qui te servent, donc tu les développes au maximum, ceux qui stabilisent, et puis des groupes musculaires qui ne rentreraient pas dans ta discipline, bah, tu vas les éviter. On voit ça partout. Hein. En street workout, ça ne sert à rien d'avoir des jambonneaux comme ça. Je veux dire, le mec qui veut se faire des cuisses et faire des muscle-up, bah, tu vas perdre en muscle-up. Il faut avoir si tu veux gagner, tu prends la morphologie, tu essayes de travailler ta morphologie, de travailler tes muscles en fonction de ta discipline. Tu vas être complet. Ah bah, c'est bien pour un sport qui demande beaucoup d'exercices différents. Tu vois. Mais si tu as vraiment un sport qui est spécifique au haut du corps ou au bas, bah, tu ne vas pas t'amuser de développer le haut du corps si tu veux gagner. Le but, c'est de gagner. Après, c'est pas être équilibré. Après, il y a des gens, par exemple au powerlifting, qui gagnent parce qu'ils ont un soulevé de terre qui massacre tout le monde ou un squat qui massacre tout le monde. En couché, on gagne un peu moins. Et puis, il y en a des fois qui gagnent parce qu'ils sont forts sans être les plus forts sur les 3 mouvements. Donc, ils sont jamais premiers sur chaque mouvement, mais au total, c'est eux qui gagnent. Tu vois. On trouve de tout. Tu vois. Ben, comme dans tous les sports, hein, comme en MMA, il y a des mecs qui sont bons au sol, d'autres qui sont bons en percussion, d'autres en coup de pied. Bon, après, ceux qui gagnent, c'est souvent, ils sont assez complets. Et voilà. Mais bon, après, on trouve de tout partout. D'autres questions? Et la meilleure façon de faire les pectoraux, un développé couché, parce qu'il y a des gens qui le font avec le dos à plat, d'autres qui le font avec le dos un petit peu cambré, d'autres qui le font avec les jambes repliées. Alors, c'est comme tu le ressens. Ceux qui font du développé avec le dos cambré, en général, d'abord c'est ceux qui n'ont pas de hernie discale. Alors c'est pas le dos cambré qui va générer une hernie discale, c'est si tu as une hernie discale, cambré, ça risque de te sectionner la partie de l'anneau, du coussin, du disque, et puis le noyau pulpeux qui est peut-être sorti un peu, qui est abîmé, qui va sortir, donc ça va aggraver ton problème et ça va se balader derrière, ça peut encore plus compresser les éléments nerveux. Donc c'est pas conseillé aux gens qui ont des hernies, mais c'est pas cambré qui va générer une hernie. Au pire, cambré va te générer des petites arthroses, des articulations paravertébrales. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. C'est douloureux, mais c'est pas ça qui va générer des incapacités et des handicaps graves. Hein. C'est pas une petite douleur. Donc cambré, c'est fait pour les gars qui veulent gagner en force. C'était fait pour les powerlifters
puis pour travailler le bas du pec, puisqu'en powerlifting, le but c'était de toucher la poitrine, faire un stop maintenant et de pousser. Donc tu touches la poitrine, donc plus tu es cambré, plus la course est courte et moins tu as soulevé. Donc on en est arrivé un peu au côté un peu cirque, où on voit des petites nanas hyper souples se cambrer, faire l'arc, hein, et puis avoir très peu de débattement. Alors on peut trouver ça ridicule, oui c'est ridicule, sauf que c'est la règle. Et puis le but c'est de gagner, hein, c'est pas d'avoir un coucher parfait, non, c'est d'avoir le coucher qu'on te demande, tu vois. Donc c'est pour ça que, vous voyez, par exemple, Frédéric Monpeau, qui est un copain à moi, sa spécialité au coucher, c'est d'avoir la capacité de cambrer énormément et de faire son coucher. Il avait les bras courts et il était excellent sur son coucher là-dessus. Donc après, quand on a le dos plat, c'est pour des fois plus étirer les pecs, mais chez certaines personnes, trop étirer les pecs quand on a des grands bras, c'est un peu gênant parce que ça risque, un pec étiré avec des poids importants, c'est la déchirure. Donc est-ce qu'il est intéressant de trop étirer les pecs quand on a certaines morphologies? Non, on va arriver à la rupture. Un gars qui est court en bras, il peut faire un coucher à plat avec une grosse cage. Pour lui, ça n'a aucun problème. C'est pareil, la morphologie, elle joue entre un grand et puis un petit qui va faire des pecs. Alors c'est pas entre un grand et un petit, c'est entre un longiligne et un bréviligne. Alors il se trouve que souvent, les grands sont longilignes et les petits brévilignes, mais tu peux avoir des grands relativement brévilignes et des petits très longilignes. Hein. Les Kenyans qu'on voit au marathon, c'est des petits longilignes. Donc tout ça, ça dépend des gens. Donc c'est sûr que des grands bras et une cage plate, c'est pas le plus efficace pour faire un coucher puissant. Ça ne veut pas dire que le mec est pas fort, c'est-à-dire qu'il va avoir un trop grand débattement, un trop grand étirement des pecs pour pouvoir faire un développé couché en pleine sûreté et puis en grande puissance. Alors que ces pecs sont puissants, ils sont forts, mais il n'a pas le bon levier. Donc faut pas confondre la force du gars et puis sa morphologie. C'est pas parce qu'un mec n'a pas un bon coucher qu'il n'a pas de très forts pecs et de très bons triceps, par exemple, ou avant d'épaule. Tout ça, c'est variable. Ça joue sur la morphologie. Donc, être à plat, c'est pour bien étirer les pecs, tu vois, et pour faire un mouvement complet qui va peut-être péter plus de fibres pour une meilleure reconstruction après, mais c'est dangereux sur certaines morphologies. Et puis ceux qui remontent en général les jambes, c'est pour être encore plus à plat, pour travailler en stabilité. Et puis c'est souvent des gens qui ont des problèmes lombaires, des hernies déjà avérées, et qui ne veulent pas accentuer leur pathologie. Voilà. C'est pareil, j'ai l'impression que parfois on sent mieux les pecs, enfin en ce qui me concerne avec les haltères qu'avec la barre. Ouais, souvent on les sent mieux. Ouais, c'est ça. Oui, puisqu'on a un mouvement complet. Voilà, et on peut travailler avec plus d'amplitude et surtout avec moins de risques, puisque on peut limiter un peu la tension sur les pecs quand on a les haltères, parce qu'au coucher on a les bras écartés comme ça, donc on descend et plus on descend, plus on a de tension sur le pec, alors que là on peut descendre complètement, mais on va rapprocher un peu les mains vers l'intérieur, c'est-à-dire que, ce qui veut dire que on peut en remontant remonter vers l'intérieur et avoir moins de poids ressenti au démarrage, tu vois. Donc c'est un peu mes pieds. Alors souvent les gars qui sont bons aux haltères, c'est souvent des mecs qui peuvent avoir des grands bras mais qui ont des humérus courts, par exemple, tu vois. Un gars qui a des humérus courts et des longs avant-bras, parce que souvent on a des mecs qui ont des longs avant-bras et des humérus courts, les blacks par exemple, longs avant-bras, humérus courts. Aux haltères, le ressenti, il n'y aura pas énormément de tension sur les pecs, puisque le levier fait que l'axe de gravité est au milieu du corps. Ils vont juste ressentir l'axe le poids ne sera pas tellement éloigné de l'axe du centre de gravité, quoi, tu vois. Plus on éloigne, plus c'est dur à porter. Tout le monde sait, on peut porter un poids devant, vous portez 1 kg, c'est dur. Vous le portez ici, c'est facile. C'est pareil, vous avez des humérus courts et des longs avant-bras, vous serez fort au développé haltère et moins au coucher. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver des mecs qui ne sont pas bons au coucher, qui se retrouvent très forts aux haltères. C'était mon cas, j'avais des humérus très courts et des longs avant-bras. Du coup, je montais aux haltères naturellement à 60 kg par 10. Les mecs disaient, t'es fort, mais oui, c'est parce que j'ai des courts humérus. Donc en fin de compte, c'est pas la même tension sur les pecs, tu vois. Il suffit que je ramène, alors que quand je commence à écarter les bras,
bah, à ce moment-là, le poids, la charge ressentie est beaucoup plus importante. Et donc l'idée clé de la muscu, c'est de bien connaître sa morphologie. Ah ouais, c'est une des bases. Connaître sa morphologie. Et par rapport à vos livres, Ouais, et bah, peut-être je vais me poser des questions très bêtes. Oui. Parce que avant Baptiste qui va vous faire venir dans la salle, moi je ne vous connaissais pas du tout. Et votre livre était posé sur le bureau. ouais. Il y a- Et vous ne l'aviez jamais ouvert. Non. Erreur. Erreur. Et pour vous, c'est quoi votre but pour sortir les livres? Ah, Parce qu'au début, vous avez raconté votre histoire, que vous avez des... alors c'est instruire les gens en gagnant beaucoup d'argent. C'est noble, hein. C'est noble. Ah oui. Eh oh. Il faut bien gagner sa vie. Hein. Eh, Vous volez pas. bah oui, c'est quand même mieux que voler ou vendre de la merde quand même. Non, c'est créer un produit utile aux hommes. Bon, moi, en réalité, j'ai fait le livre dont je rêvais quand j'étais petit. J'aurais voulu avoir un livre pour débuter. Ça se lit à plusieurs niveaux pour pouvoir faire de la muscu et ne pas être obligé d'avoir un coach qui vient à côté de moi et dire je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai travaillé, je fais ci, je fais ça. Donc le but c'était de faire un livre utile, c'est-à-dire le livre dont je rêvais quand j'étais jeune en débutant la musculation, mais qui puisse être utilisé par les pros aussi. Donc je le mets à plusieurs niveaux de lecture. Donc le gars qui commence, qui regarde des images, le prof qui enseigne, il va lire les textes, il va lire les encarts. Donc chacun a son niveau de lecture. Donc je ratisse large pour pouvoir avoir un livre qui touche un maximum de gens, qui est utile à un maximum de gens et qui me rapporte un maximum. Parce que l'argent, c'est comme le nerf de la guerre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas créer cool. Hein. Puis je préfère créer dans de bonnes conditions, avec des bons associés, avec des bons matos, tu vois, et puis sans être stressé, sans me dire je ne peux pas payer mon chauffage ou je ne peux pas acheter de la viande. Parce que j'aime bien quand même un peu la viande de temps en temps. Tu vois, mon luxe, c'est d'aller au restaurant et pas... Je prends pas d'alcool, je prends rien, mais je calcule pas, quoi. Tu vois, j'ai pas. J'enlève certaines contingences de comptabilité qui sont assez pénibles. Mais j'étais pauvre très longtemps quand tu es pauvre, tu vois. Tu es obligé de calculer à 50 centimes près ce que tu vas manger, c'est quand même limitant. C'est quand même. Tu finis par générer une obsession, c'est ce que j'ai eu. Hein. Donc là, ça me permet de créer en toute quiétude, mais bon, plus tard. Ce que je croyais, parce que les problèmes changent avec le niveau on va dire, de puissance que tu augmentes. Que maintenant, je n'arrête pas d'avoir les avocats, les procès, les trucs, les machins. Donc, tu découvres qu'il y a d'autres domaines. Tu crois atteindre le calme et tu t'aperçois que tu n'auras jamais le calme, sauf quand tu seras mort. Donc, c'est des changements on va dire, d'état. Et qu'en fin de compte, on est tout le temps confronté à des problèmes. Maintenant, il faut les aborder avec philosophie. Mais bon, mon grand plaisir quand même, c'est de faire un travail que j'aime, donc de ne pas avoir l'impression de travailler, ou bien plutôt d'avoir mis le travail à sa juste valeur, c'est-à-dire le plaisir de faire quelque chose d'utile aux autres, et puis de me relier aux autres aussi, parce que le travail, ça permet d'avoir du lien social. Hein. Il y a un côté passionnel aussi dans ce Oui, il y a un côté passionnel. Dire faire un travail qu'on n'aime pas, c'est terrible, hein, terrible. Alors, faire un travail qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire être éboueur ou être portier. Non, parce que moi, je vis dans un autre pays. La mentalité n'est pas la même qu'en France. Hein. Moi, j'ai les gars, ils sont dans le village. Leur but, c'est trouver un travail dans le village pour rester dans leur communauté, être ensemble après et pouvoir servir les gens. Donc, les mecs qui sont ambulanciers, le mec qui trouve un travail d'ambulancier dans la ville, il est heureux. Le mec qui s'occupe des poubelles dans la ville, il est heureux parce que les gens en France, ils sont poubelliers. Je rigole sur non, c'est un métier extrêmement utile et quand tu peux rester dans ta communauté et faire ça, il n'y a rien de mieux que faire un travail utile. Le travail inutile, c'est vendre de la merde aux gens. Ça, c'est inutile. Ou vendre de la merde. Et il y a plein de travaux qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Ouais, il faut s'épanouir et dans ce qu'on fait, et s'épanouir avec les gens qui sont à côté de nous, tu vois, créer du lien. Quoi. Le travail, c'est créer du lien social à la base et faire un truc utile. Tu vois, c'est ça, on a perdu la vision. C'est pas que l'argent. Dire, moi quand je cours pas après l'argent. D'ailleurs, tu le sais, hein, un collègue. C'est important. Mais le but, c'est de faire un truc qu'on aime et utile. Je veux dire, je ne ferai jamais quelque chose d'inutile pour de l'argent. Gun Deal, mon collègue, est pareil.
Il dit, Gundil dit toujours, je travaille uniquement pour l'argent, mais je refuse de faire quelque chose de négatif pour l'argent. Je veux faire quelque chose d'utile. Voilà. Vous avez créé des livres et après, vous pensez qu'avec votre équipe, je ne sais pas si vous avez une équipe, pour sortir des applications sur les smartphones, parce que vu que maintenant, il y en a plein. Ouais, mais bon, c'est pas trop notre domaine. Il y a plein de jeunes qui le sortent. Non, notre domaine, c'est de faire des livres. J'ai plein de trucs en réserve. Là, la prochaine étape, c'est de sortir un livre sur le guide des blessures en musculation. Tu vois, le guide des blessures en musculation, parce que alors là, je téléphonais à Frédéric Vigo, qui est un des patrons des éditions Vigo avec qui je bosse, que j'aime bien. Et là, je lui ai dit, écoute, il faudrait que j'ai 350, voire 400 pages. Il dit, ok, d'accord. Je lui ai dit, bah, c'est un livre. Alors, ça fait plaisir parce qu'il y a le bon contact. J'ai mes équipes en plus avec moi, c'est-à-dire que je bosse à domicile avec un maquettiste maintenant, c'est-à-dire que je supervise, donc c'est très très agréable. Et on va faire le guide des blessures de musculation, Strength Training Injury avec l'accent français, parce que tout le monde, un jour ou l'autre en musculation, est confronté à la blessure. Voilà, tu l'as eu aussi? Rupture du tendon. À quel moment? En faisant quoi, tu m'as dit? En boxe style. Alors tout le monde, c'est pareil. Tout le monde en musculation, en sport, est confronté à la blessure. Comme disait Marc Bouillot, un champion, ce qui limite la carrière d'un champion, c'est pas la progression en force, c'est la blessure qui arrive. Il a absolument raison là-dessus. Donc tout le monde est confronté un jour ou l'autre à la blessure, et tous les professionnels sont obligés d'étudier les blessures, et même les médecins et les physiothérapeutes, donc kinés, vont acheter ça. Donc on va faire ce bouquin avec Gundil, comment il s'appelle, le doc, Paul Mathieu, qui fait des vidéos sur internet aussi. J'avais mis aux vidéos, la première fois qu'il m'a fait des vidéos, qui m'explique tellement bien les trucs, puis il avait commencé à le faire. Donc on va avoir le doc qui est médecin, cardiologue, et il va passer ses spécificités sport, médecine du sport en plus, hein, mais c'est un gars qui est un passionné. Hein. Et donc on va faire le Strength Training Injury, près de 400 pages, sur toutes les blessures de musculation. Et donc c'est un plaisir parce que c'est un peu une œuvre qu'on laisse à l'humanité pour, quand on sera plus là, avoir des gens qui ou se blesseront moins ou pourront récupérer plus vite grâce à nous. C'est au moins 2 ans de travail. Ah bah oui, hein. Comme dit, on ne le sort pas de notre cul, hein. Il faut travailler. Il y a de la recherche, et même quand on a la recherche, après il faut l'écrire et le dessiner. C'est un projet, d'accord. Ouais, non, j'ai déjà dessiné pas mal de planches dessus, ils ont déjà bossé pas mal dessus, mais après il faut tout coordonner, et puis il faut faire des appels, ceux qui me regardent là, on va faire des appels progressifs à tous nos followers pour nous envoyer avec des charges les photos de leurs blessures et les images de leurs blessures en plus, ce qui est un avantage. Alors le but, c'est pas de montrer des trucs horribles, mais c'est de montrer les blessures, comment elles arrivent, sur quel mouvement elles arrivent, donc montrer les positions et comment les éviter, puis comment les soigner aussi. Alors on n'est pas médecin, mais globalement le protocole, mais c'est sûr que c'est pas un livre de chirurgie, mais c'est un livre qui permet de tout de suite repérer la blessure. Donc c'est tout le temps passionnant. Et ça aide l'humanité. Et puis, ça sera une très bonne vente, puisque ce sera une vente mondiale qui me permettra de vivre correctement et d'avoir une petite rente jusqu'à ma mort, même si je meurs très vieux. Et puis, je laisse ça à mes héritiers. La boîte de oui que vous avez là. Là. Ouais. C'est pourquoi? La boîte de protéines. Alors c'est parce que j'ai mis cette boîte de protéines là. Alors c'est quoi comme marque? Ouais, regarde, c'est une boutique. Alors comment s'appelle la boutique? Alors c'est Fitness Boutique, c'est un magasin d'appareils de musculation, voilà. De produits, protéines, etc. Voilà. etc. Et en fait, je suis allé chez eux ce midi. Voilà, alors comment elle s'appelle la boutique? Fitness Boutique. Alors je vous explique pourquoi pourquoi ma caméra tient sur cette boîte. C'est parce que Fitness Boutique qui se trouve à Aéroville, sur Roissy. Aéroville, Aéroville, oui. Aéroville, Roissy.
il m'a apporté pas mal de bouffe parce que je mange. Parce que comme j'arrive, en général, j'ai envie de manger un peu. Donc ils m'ont apporté plein de barres de protéines que j'ai mangées. Bon, j'espère que je vais bien les digérer. Hein. On connaît les effets des protéines. Bon, pour le moment, ça va. Ils m'ont apporté plein de barres de protéines et ils m'ont dit, est-ce que tu peux parler de la boutique? J'ai dit oui. Alors il y a une boutique qui se trouve à Aéroville. Aéroville. Si tu vas sur Paris à Charonne. À Paris à Charonne. Tu as Sébastopol. Sébastopol et la marque s'appelle Fitness Boutique. Alors voilà, vous avez des fitness boutiques un peu partout. Ah mais je les connais les fitness boutiques. Ah mais oui, ils sont partout. Ah oui, c'est Fitness Boutique, c'est des copains. Attends, mais moi, des fois, j'oublie. Oui, bah, je les connais, ils sont sur le salon, des fois aussi. Mais oui, ils me filent tout le temps des protéines. Alors, c'est aller chez Fitness Boutique, c'est des copains. Ils m'ont filé des barres, c'est sympa. Et puis, alors, ils m'ont filé un pot de prot. Et ce pot de prot me sert actuellement à poser ma caméra. C'est ça, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai un pot vert. Voilà, c'est une grande famille, tu vois. Salut Fitness Boutique. Et est-ce que tu peux nous dire la différence que tu as en performance, en puissance, entre un powerlifter et un bodybuilder? On peut fermer un peu. Un powerlifter, un bodybuilder? En puissance pure. Est-ce qu'il va faire la même charge que toi sur un coucher? Bah attends, ça dépend. Il y a des bodybuilders qui sont extrêmement forts en coucher. Regarde Coleman. Il avait un super squat, un super coucher, c'était un powerlifter à la base. Mais bon, après les powerlifters, c'est des mecs qui travaillent spécifiquement sur les mouvements de powerlifting. Ils seront obligatoirement plus forts qu'un bodybuilder. Mais les bodybuilders, en général, sont quand même très forts, puisque comme ils cherchent du gain musculaire, donc prise de muscle, en général, c'est de la prise de force. Mais ils ne travaillent pas la vitesse, ils ne travaillent pas les enchaînements. Leur but, c'est pas d'avoir un coucher très rapide, pour pouvoir passer certaines parties difficiles. Donc c'est gagner de la vitesse au départ pour pouvoir terminer le mouvement. Donc ils travaillent la vitesse, ils ont des connexions nerveuses. Donc un powerlifter travaille en vitesse, tu vois, en enchaînement de contraction musculaire le plus rapidement possible. Et en... comment dire, c'est un apprentissage psychomoteur, tu vois. C'est comme les haltéros, tu vois, ils vont travailler des enchaînements techniques pour bosser le plus vite possible, mais il se développe aussi en force. Alors qu'un body, son but, c'est de développer du muscle, c'est tout. Mais il va prendre de la force. Et puis en général, les body, tu vois, à Monsieur L'Intérieur, pas tellement de produits qu'ils augmentent obligatoirement leur force. Bien sûr, ils cassent, ils se blessent et ils meurent. Parce qu'ils poussent trop la machine. Voilà. Bon, après, tu as les strongmen aussi qui sont très forts, mais qui n'ont pas la même morphologie que les power. Les strongmen, c'est des mecs plus longilignes et grands, parce qu'il y a des épreuves où quand même il faut porter des boules et les mettre sur des tonneaux, sur des barriques. Et en général, quand tu es grand, bah, tu mets plus facilement une grosse boule de pierre en hauteur. Et puis la marche du fermier, bah, c'est mieux d'être super balèze avec des grandes jambes que d'être super balèze avec des courtes jambes, puisque tu vas pouvoir marcher plus vite, hein, tu vois. Et puis ils ne font pas de squat complet. Alors qu'un powerlifter, par rapport à un strongman, sera plus court en membres parce qu'il doit faire un squat. Donc s'il a des jambes trop grandes, il va avoir trop de déséquilibre avant. Donc on retrouve des mecs avec des types morphologiques plus brevilignes, en général médiolignes, puisqu'ils ont aussi à taper le soulevé de terre, alors qu'en strongman, tu as surtout des grands, puisqu'ils n'ont pas à faire de squat complet. Ils ont en général à faire que des demi-squats, ils ne s'entraînent jamais sur le mouvement complet, puis ils ne font pas de coucher. Donc c'est qui portent, qui poussent en hauteur, qui portent, qui tirent, qui poussent. Donc des espèces de grands mecs très longilignes et énormes. Tu vois, ça, c'est les strongmen. Et puis des grands. Des mecs à presque même plus de 2 mètres des fois, et puis à 150, 160, 170 kilos. Plus t'es grand, mieux c'est. Voilà. D'autres questions? Pour revenir aux morphologies, je vois souvent ectomorphe, endomorphe, tout ça, c'est vraiment vrai ou c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'études? Alors non, Sheldon, il n'y avait pas d'études avant, pas trop d'études, c'est plus ou moins vrai. Alors on va dire c'est plus ou moins vrai pour les Européens, mais comme maintenant il y a une espèce de mixité, un ectomorphe européen, c'est pas un ectomorphe africain, tu vois, c'est les longilignes africains peuvent être un peu gras, peuvent être un peu
comme les Sénégalais, par exemple, ce sont des longiligne, très alimentés, un tout petit peu gras, parce qu'il doit peut-être y avoir une période sèche, puis ils mangent beaucoup. Donc on voit des morphologies différentes. Donc il y a du vrai, il y a des ectos, des longilignes, les endos, tu es un peu gras, il y a tendance graisseuse, tu vois, tendance accumulation énergétique, et les mésos, c'est des mecs qui ont du muscle. Alors effectivement, il y a des mecs qui ont plus ou moins de muscle, des mecs qui sont plus ou moins secs, et des mecs qui sont plus ou moins gras. Ça, on peut dire ecto, méso, endo. Par contre, sur la taille des membres et la grandeur des membres, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent. Culturellement, Ouais. dans l'asiatique, Voilà, la génétique, le lait, l'apport du lait, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, donc c'est plus complexe que ça. Mais à la base, c'est pas totalement faux, tu vois. Mais il n'y avait pas d'autres données, donc on peut dire ecto, méso, endo, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. L'ectomorphe, c'est un mec qui n'a pas de gras. L'ectomorphe, c'est le mec qui n'a pas de gras. Le mésomorphe, c'est celui qui a une tendance musculaire. Et l'endomorphe, c'est le mec qui a tendance à être un peu gras. Là-dessus, tu as des gras musclés, des secs musclés, des gras pas musclés. Mais globalement, on va retrouver ça. Après, les longilignes, brévilignes, il y a là beaucoup la génétique qui joue aussi, le climat, l'alimentation. Les Allemands, c'est des longilignes. Musculaires et un peu gras. Longilignes parce qu'ils ont le lait. Tu vois, donc. Alors que les Dinka, c'est un peu le pasteur, ce sont des longilignes, mais relativement secs. Tu vois, parce qu'ils ont le lait aussi, tu vois, et pas gras. Tu vois. Ils ont le lait, ça pousse, mais sous deux milieux différents, l'un au nord, l'autre au Sahel. Tu vois. Donc, mais c'est le lait qui fait grandir comme ça. Donc tu as beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Sheldon avait des grossis, après il parlait des tempéraments, des comportements. Bon, ça c'était... Non, c'est pas tout à fait ça. La mentalité des individus est donnée globalement par le milieu dans lequel ses ancêtres ont vécu pendant des siècles. Tu vois ? Parce qu'ont fait ses ancêtres, qui ont généré certaines adaptations comportementales. Et ça, c'est la base. Tu vois ? Après, c'est vrai que quelqu'un qui... Alors maintenant, il y a une mixité, puisque l'évolution des transports fait qu'il y a beaucoup de métissage, ça se mélange. Donc on va se retrouver avec des gens qui ont tel caractère, quel caractère métis, comment je dois manger, j'ai quel caractère, c'est la roulette. Alors il y a la culture qui influe, mais il y a aussi ton patrimoine génétique, qui fait que tu vas être par exemple plus ou moins agressif. L'agressivité n'étant pas un défaut à la base, c'est une adaptation à certains milieux rudes où il faut agir rapidement, parce que le milieu est assez instable, et si tu n'agis pas rapidement, tu te fais bouffer. En contrepartie, dans des lieux où les gens sont comprimés les uns avec les autres, comme en Asie, à cause de l'arrivée du riz, tu vois, dans les grandes villes européennes, maintenant il y a de l'agressivité, mais à la base, c'était dangereux, mais il y a moins d'agressivité dans certains milieux désertiques où il faut réagir, ou semi-désertiques, à calories limitées, où il faut réagir tout de suite contre un gars qui va venir piller ou prendre ton territoire. Alors, les grands groupes humains, quand ils vivent ensemble, en général, éliminent très très rapidement les gens à tendance agressive, qui est en ville un défaut, puisque un gars agressif va tout de suite monter en cas de problème, en cas de conflit, générant des troubles dans la communauté. C'est pas pour ça que les gens vont être gentils ou méchants. C'est dur à expliquer, mais le mec qui a balancé Enola Gay, c'est ça Enola Gay, sur Hiroshima, hein, c'était un mec très calme et très sympa. Il a fait combien de morts, Hiroshima? Combien? 140 000 morts d'un coup, c'est ça? 140 000 morts, et sans agressivité. Donc il faut faire attention, ça ne veut rien dire. On peut être cool et puis faire 140 000 morts. Quoi? On peut être influencé par l'environnement et être gentil et puis basculer. Oui, basculer aussi. Et, on peut être agressif et avoir le sens du bien et du mal. Et ne pas... voilà. Et comme on peut être agressif, tout vient de l'éducation. L'agressivité, c'est valable dans le commerce, par exemple. Tu es réactif pour vendre des trucs. Si c'est trop mou, ça ne va pas. Tu vois. Par contre, pour la gestion, l'agressivité, ça peut des fois gêner. Tu vois. Être trop réactif au départ, ça peut des fois gêner. Tu vois. Les Allemands ne sont pas agressifs à la base. Ils vivent ensemble, très calés. Ça n'empêche que en 39-45, très calmement, ils ont éliminé des millions de personnes. Cool, quoi, calme.
Ouais, sans agressivité. Hein. Ah, mais bon, c'est des millions de morts. Donc, il faut faire attention. Tu vois. Mais après, c'est génétique tout ça. Mais c'est pas que génétique, hein, c'est un ensemble. Et c'est intéressant à voir, dire que c'est une diversité. Il faut savoir d'où on vient, qui on est, comment manger. Et c'est très dur à dire maintenant dans notre monde de métissage, parce que c'est la roulette. Alors, c'est à double tranchant. Ça peut être très bien, comme ça peut poser des problèmes. C'est ça, c'est ça. Tu vois. Mais bon, il y a ni bien ni mal, si tu veux. Après, comme on dit tout le temps, les meilleurs survivront. C'est, on dira, les plus adaptés. C'est la vie ne s'arrête, l'évolution ne s'arrête jamais, et la vie triomphe toujours. Maintenant, à nous d'aider nos enfants à survivre, et puis à vivre en communauté le mieux possible. Une autre question? Juste le cardio, bien avec la muscu, pouvoir mixer les deux. Non, non, le cardio, c'est bien. Hein. Ouais. Après, évidemment, si tu fais une compétition de force, faire beaucoup de cardio avant, ça sert à rien, tu vas t'épuiser, épuiser le système nerveux. Mais si tu veux perdre du gras, c'est bien, travailler le cœur, c'est bien, tu vois. Après, c'est sûr qu'à haut niveau, il faut choisir entre coureur de fond ou leveur de poids. En compétition, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es coureur de fond, tu ne vas pas faire de la muscu en permanence. Tu vas peut-être renforcer les lombaires, les abdos, selon tes points faibles, tes points forts. Tu vois, mais chacun son truc. Mais le cardio, c'est bien. Puis alors, un truc, c'est peut-être faire le cardio plutôt après l'entraînement pour ne pas utiliser le système nerveux pour pouvoir être clean sur les mouvements. Tu vois, sur des mouvements qui sont un peu techniques et pas se blesser. Et terminer avec du cardio relax, même longtemps, et plutôt faire les mouvements de muscu avant. Le faire avant, c'est peut-être pas l'idéal. Il y a des gens qui aiment, après faites ce que vous voulez. Tant qu'on se sent bien. Tant qu'on se sent bien, c'est une activité. Moi je fais du cardio après, en général. Il y en a qui aiment bien en faire un petit peu avant pour chauffer, pour égaliser les tensions musculaires, c'est bien. Évidemment, si vous êtes un peu à froid et vous avez un muscle un peu contracté, vous risquez de vous blesser sur ce muscle parce que si vous avez le muscle qui n'est pas bien chaud et la moitié des fibres avec une certaine tension et l'autre avec une autre, ben ça sera la partie des fibres la plus tendue qui risque de casser quand vous allez prendre un poids lourd parce qu'il n'y aura pas une répartition des poids sur toutes les fibres du muscle. Donc vous allez vous retrouver avec tout le poids de la barre sur la moitié des fibres du muscle et là ça va casser. D'où l'avantage d'un peu de cardio et de stretching spécifique au cardio, à la muscu. Voilà. Mais un peu au début. Par contre, pour sécher, pour perdre du gras, il vaut mieux le faire un peu après. Voilà. D'autres questions? Non, c'est une bonne conférence parce que les questions étaient bien, les gens vont aimer à mon avis. Voilà. Si ça va être mis sur Internet. Oui, moi je vais la mettre. Tu peux demander des droits d'auteur après parce que non, mais moi c'est gratuit là. Je ne fais pas payer mes vidéos et je ne les monétise pas. Et je ne demande pas des Tipeee où je ne prends pas, où je ne donne pas des points pour pouvoir avoir des réductions sur les produits. Tu vois, bon, après les gens achètent mes livres s'ils veulent ou pas. Donc, voilà. D'autres questions? Il reste encore. Le livre sur la diététique il est sorti, en fait sur les produits alimentaires. Ah, les compléments alimentaires, on a fait une réédition, c'est-à-dire on l'arrange tous les 2 ans, 2-3 ans, ça y est, il y a 4 ans, il y a une réédition qui vient de sortir. Donc c'est celle où on voit le bonhomme, un demi-bonhomme en bleu comme ça. Donc voilà. D'autres questions? Non? Fini? Et dans les autres pays, au niveau des entraînements, les niveaux ils sont élevés ou comparé à la France? En fait, ça donne plus dur ou bien Je fais pas tous les autres pays. Alors évidemment, aux États-Unis, les mecs ont il y a des salles partout, puisque culturellement, ils étaient en avance sur nous au niveau des salles de musculation. Ceci dit, le matériel de musculation, à la base, les Français très en avance. Villeneuve, c'est ça. Avec, je me souviens, les Américains allaient voir les Français et allaient voir le matériel artisanal que faisaient les mecs dans les salles de gym. Par exemple, il y en avait au PUC. On était en avance dans les années 50, 60. On était très en avance on est en avance. On avait un bon niveau. Alors, c'était pas développé comme ça, il y a peu de salles. Hein. Et les Américains venaient, faisaient des photos, et eux, ils industrialisaient ce qu'on faisait.
Vous avez aussi des découvertes personnelles, des recherches personnelles sur les matériels de muscu. Donc, les grandes salles de musculation sont vraiment développées aux États-Unis. C'est venu dans les années 80, 90, c'était les États-Unis, c'était Venice Beach, c'était la Mecque, hein, c'était énorme. Maintenant, le bodybuilding, ça se développe partout. À un moment, la France a été relativement sinistrée en salle de musculation, à cause du prix, bien sûr, des impôts d'abord. Pour ceux qui montent c'est pas assez rentable, et à cause du prix du mètre carré. Et on se retrouve actuellement avec un boom de la musculation un peu partout en France, parce que le prix des villes étant trop cher, les mecs construisent en préfabriqué, en bâtiment industriel, pas cher, sur des zones qui contournent les villes moyennes, ou même les grandes villes, hein. Et ils remplissent ça avec des machines, grosses machines, pour pouvoir attacher les gens au quartier, et puis ça génère du business, et puis c'est moins cher, puisque les préfats industriels, c'est gros, c'est grand, et puis on peut remplir ça très vite avec du matos, et le mètre carré moins cher en fin de compte, et les banques financent, et on voit de plus en plus de grosses structures, de franchises qui naissent autour des villes, et la France commence à bien se développer en salle de gym, et c'est pour ça que les machines Naroc avec les gyms sont en train de partir. Alors parce que je pense qu'on a fait la meilleure gamme de machines à poids libre, Made in France, et 2, parce qu'on arrive pile au bon moment dans un marché qui s'ouvre à cause du prix trop cher des centres-villes et du développement des périphéries avec tous ces préfats. C'est de l'économie, c'est de l'énergie. Donc c'est pour ça que maintenant, on est en train d'exploser, parce qu'on a préfats autour des villes en France, plus nos machines, tu vois, qui arrivent, même d'autres machines. Donc c'est vraiment une explosion actuellement en France des salles de gym. Vous l'avez peut-être remarqué. Puis après, il reste encore les structures plutôt familiales, comme ici, les structures associatives, avec la ville qui aide, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. Hein. En général, ce sont des structures privées. Donc on se retrouve avec les structures privées qui ouvrent en centre-ville, et puis il se maintient encore toutes les structures de ville, financées par les collectivités, par la ville, tout ça, qui se maintiennent. Et donc on se retrouve avec en France quand même du matos de la muscu, tout le monde en fait, plus nos youtubeurs, plus internet, ça se développe bien. Il y a vraiment eu un boom, une explosion de la muscu dans le monde, avec YouTube et internet aussi. Alors en Allemagne, c'est pas la même chose, c'est des énormes franchises. Basic Fit, non pas Basic Fit, McFit, je ne sais plus, pas LCT, mais je ne me souviens plus. Fit, il y a plein d'énormes franchises géantes qui ne sont pas trop imposées en Allemagne, et le mètre carré étant moins cher qu'il y a dans les villes. Et puis ils ont fait des parkings partout, donc il n'y a pas ce problème, il y a encore les villes habitées, et en fin de compte, l'Allemagne c'est une vaste banlieue. Donc partout des salles de gym qui sont un peu différentes de celles de la France. En Hongrie, il y a une culture du bodybuilding hardcore, un peu comme aux États-Unis, avec les mecs shootés, qui se prennent des produits, qui sont gros partout, dans toutes les petites villes, tout le monde en fait. Puis les cultures, puis la nourriture étant pas trop chère, les mecs font tous de la muscu, puis ils ont le gabarit pour. Tu vois. Donc voilà, des power. Donc il y a vraiment une culture de la muscu en Europe de l'Est. Donc ça va bien. Mais la France, à un moment, a été sinistrée, et maintenant, elle repart. Vous avez remarqué, hein, ça repart bien. Hein. Et puis il y a même des aides des mairies. Je pense que le Bourget est sympa. Voilà. Donc, Est-ce que le fait de s'entraîner tous les jours permet un meilleur rapport masse musculaire? Ah oui et non. Le problème, c'est de tomber en surentraînement. Alors, s'entraîner tous les jours, oui. Mais surtout ne pas tomber en surentraînement. Puis c'est bon de se reposer de temps en temps. Voilà. Voilà. Ça permet d'être sec aussi quand on a tendance à être gras. Tu vois. Mais ça fatigue un peu quand même. Non, on a envie de dormir, on dit je prends 2 jours de repos. Ouais. Alors moi je me suis aperçu avec les conférences que je fais, les voyages que je fais, des fois je suis même fort, parce que je vais m'arrêter 2-3 jours, je peux aller à la salle, et hop, oh putain je suis fort. Alors je reste fort mais je prends un peu de ventre. Ce qui est gênant, bah oui, parce qu'on est un peu inactif. Tu vois. Alors j'imagine si les mecs font de la politique, ce que c'est. Voilà, c'est atroce. Hein. Ah si, les restaurants et tout, quel boulot ignoble. Ils méritent, hein, ils méritent bien leur salaire énorme. Non, même pas. Est-ce
Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu toutes tes machines? Voilà, alors j'ai coupé la vidéo parce que maintenant les gars, on va me filmer sur notre truc. Ouais, dernière question. Vous avez dit que vous avez sorti un nouveau livre dans deux ans. Ouais, Vous savez qu'à Aéroville, il y a un Furet du Nord, ouais, et à côté, il y a Yeah. une piscine esthétique. ouais. Vous pensez que vous pouvez faire une petite conférence là-bas pour sortir un nouveau livre? Ouais, je peux, même moi, s'il m'invite, je viens, si je suis là. Moi, je vais partout. D'accord. Je fais comme comme les stars américaines. Je vais partout où on m'invite. En général, ils font ça. Chiner les autographes, je sais partout. Ah oui, non, mais parce que la promotion, ça se fait sur le terrain. Et comme on dit, il faut aller partout où on vous invite. C'est une base. C'est une base. Et puis faire le snob, on dit non, je vais pas là. Je dis non, t'es gentil, on va partout. Les gens, c'est pas. Et puis on essaye de rester sympa et accessible pour tout le monde parce que tu peux rencontrer des gens intéressants, tu peux rencontrer des opportunités partout. Donc on va partout quand on a le temps, bien sûr. Ouais, des fois, j'ai pas le temps. Là, j'ai été invité en Algérie, mais j'ai un énorme travail à faire en plus que j'ai dû un peu annuler parce que j'avais énormément de travail sur 6 mois, 1 an, ce qui m'empêchait d'y aller, tu vois, en fin de compte. Parce qu'il faut aussi penser à renflouer les caisses, tu vois, pour pouvoir continuer à produire. C'est l'économie. Je pense énormément à l'argent. Alors, je pense énormément à l'argent, pas pour faire plus tes casinos. Je pense énormément à l'argent parce que, 1, j'ai une famille, 2, mon travail doit tourner, et pour travailler tranquillou, et bien, voilà, il faut avoir une sécurité derrière et pas pouvoir être défoncé. Donc, là, pour être défoncé, ça va être dur parce que vu tous les contrats que j'ai, mais je suis obligé d'assurer avec des boulots que j'aime bien. Donc des fois, j'ai des priorités, tu vois. Tu peux expliquer juste en 2-3 minutes ce que le monsieur fait avec toi? Ah oui, monsieur, bah oui, là, parce que oui, le monsieur qui est là, Lionel. Alors Lionel vient du Bourget aussi. Hein, c'est un habitant de la région. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle L'éveil des consciences. Alors c'est un livre de philosophie, mais c'est aussi un livre scientifique, c'est un livre de théologie, c'est un livre qui relie tout ça. Alors je fais le grand écart entre, comme les mecs me disent, entre Platon et Darwin, en passant par l'aspect religieux. J'explique que tout est lié, et tout est imbriqué. Et ce livre qui s'appelait L'éveil des consciences, ça a été, les gens ne savent pas, ma meilleure vente l'année dernière. Puisque moi j'ai arrêté la production pour des raisons, on va dire, il y a de l'argent qui a disparu étrangement, donc le temps que la justice vérifie ce qui s'est passé, moi je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, il faut rester, il faut maintenir une espèce de secret d'instruction. Donc le temps qui se passe, moi j'ai récupéré les droits pour remonter une maison d'édition où je serai à ce moment-là gérant. Et à ce moment-là, je me suis associé avec mon ami Lionel là, pour pouvoir faire la version audio de L'éveil des consciences, qui a été la meilleure vente de tous mes bouquins en France, je parle, en 2018. On était 3e sur Amazon en philo, si tu veux, philo-sciences. C'est un peu comme les carnets de peinture de Léonard de Vinci qui sont... On ne sait pas où les situer. Est-ce que c'est de la philo? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est de la théologie, puisque en vérité c'est l'ensemble, tout est lié. Le monde n'est pas fait de blocs séparés. Donc ce livre de philo a fait 3e sur Amazon, c'est extrêmement bien vendu. Et là on va le réimprimer, et surtout on va faire la version audio avec Lionel qui est un professionnel de l'audio, professionnel du son, et qui a un très beau studio au Bourget. Voilà, donc on va faire parler, on va prendre un liseur, un lecteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, un speaker en anglais, mais en France on disait les liseurs, mais les liseurs, ça a deux connotations. Donc en réalité c'est des liseurs professionnels pour lire ça. J'aurais bien aimé le faire, mais vu que j'ai énormément de travaux à côté, ça m'aurait pris au moins 15 jours pleins, puisque ça va être un 700-800 pages. Il y aura des interventions quand même. Et il y aura des interventions quand même, voilà. Il y aura des petites interventions qu'on intégrera au milieu pour faire bien, c'est une bonne idée. Tu vois. Et on va vendre la version audio, justement, pour les gens qui veulent le voir. Alors en dématérialisé et en CD aussi, les deux étant utiles.
même si le CD a tendance à moins se vendre actuellement, il attire quand même toute une catégorie de collectionneurs et de gens qui veulent... Depuis 40 ans, ils vont acheter le CD, Voilà. 40 ans, ils savent pas ce que Voilà, c'est ça. Et puis il y a tous les gens qui veulent conserver en matérialiser le son plutôt qu'en dématérialiser, parce qu'on a très vite fait de perdre une clé USB ou de perdre un disque dur, alors qu'un CD peut se conserver et se donner à ses enfants plus tard en disant « Mon fils, j'y étais, tu liras ça, ou tu écouteras ça. » Voilà. Donc il faut tout faire, et puis c'est pas le coût d'un CD qui va tout détruire, puisque c'est pas très cher, puis ça permet d'augmenter la portée de l'enseignement, qui est un enseignement de paix. Voilà. Voilà, maintenant je vais passer à l'enseignement en salle. Hein, peut-être qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Hein. J'ai jamais été le contact avec les objets. Il y a des mecs qui aiment bien. Moi, j'aime bien parler, mais bon, je suis bon aussi. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci à Musculation Le Bourget de m'avoir invité. Merci à toi. Merci à vous.